19h50, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité, une plateforme pour valoriser les promoteurs locaux dans le secteur des hydrocarbures vient d'être lancée. Leurs accès aux entreprises étrangères devraient devenir plus simples. Et du côté de Port-Bouët, les travaux du carrefour Aquaba sont à 65% de leur taux d'exécution. La session 2024 du baccalauréat approche. Quelles sont les méthodes de révision et d'organisation des élèves à l'approche des épreuves? On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le domaine des hydrocarbures, une plateforme numérique www.contenu local dghenergie.gouv.ci a été lancée ce matin par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La plateforme a pour objectif de faciliter la mise en relation des acteurs locaux avec les entreprises étrangères pour la réalisation des projets dans le secteur pétrolier et gazier. Salif Alekoué. www.contenulocal.dgh.energie.gouv.ci est une plateforme numérique pour promouvoir le contenu local et valoriser les compétences des entreprises dans le domaine de l'industrie pétrolière. Elle a été lancée par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, devant un parterre de personnalités, des acteurs de l'écosystème des hydrocarbures, en Côte d'Ivoire. Une tribune au cours de laquelle le Premier ministre est revenu sur l'importance de cet outil innovant et ce que représentent les hydrocarbures pour l'économie du pays. Le secteur pétrolier et gazier a été identifié comme un levier majeur du développement économique et social de la Côte d'Ivoire nouvelle qui s'est réveillée. Dès lors, les efforts soutenus de tous les acteurs du secteur et de l'État se sont déployés dans une synergie d'ensemble depuis 2011 pour promouvoir l'exploration et la production pétrolière et gazière. La présentation de ce contenu local achève de nous convaincre que la Côte d'Ivoire, notre pays, maîtrise les leviers de son expansion économique. Le ministre des Mines, du Pétrole, de l'Énergie dans la même veine, a indiqué que cette plateforme, dédiée au contenu local, va donner une nouvelle orientation au secteur pétrolier et gazier du pays. Ce secteur stratégique enregistre des progrès significatifs ces dernières années, avec des découvertes en cascade de gisements de classe mondiale. Il s'agit en effet, avec ce nouveau cadre, d'assurer une meilleure distribution des retombées économiques du développement de ces réserves. Les experts du domaine se félicitent de la mise en place de ce nouvel outil. La plateforme va aider à plusieurs niveaux. Déjà, c'est une plateforme qui nous mettra à disposition toutes les informations dans un endroit clé, les informations sur les emplois disponibles par les sociétés multinationales, et aussi, ça donne aussi aux entrepreneurs aussi la vitrine de tous les appels d'offres, tous les plans de passation de marché des sociétés pétrolières. La plateforme numérique permettra de dématérialiser toutes les procédures, publier les candidatures et appels d'offres, faciliter la mise en œuvre et le suivi du contenu local, entre autres. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille du 30 au 31 mai au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel à Abidjan Plateau, la première réunion du conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. La cérémonie d'ouverture de ces assises a eu lieu ce jeudi en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Mardoché Kwasi, Tanguy Conan. Cette réunion du conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires à ICECIS sera suivie d'un atelier conjoint avec l'Organisation internationale du travail OIT portant sur le thème « Le rôle du dialogue social et de ces institutions dans la lutte contre les inégalités dans le monde du travail ». En se rendant donc disponible pour accueillir le conseil d'administration de l'AICECIS et l'atelier scientifique en partenariat avec l'OIT, l'Assemblée consultative ivoirienne veut mettre en œuvre de manière sectorielle la très haute volonté du président de la République, celle de voir des institutions ivoiriennes fortes pour prendre une place considérable et jouer un rôle prépondérant dans les organisations internationales auxquelles elles appartiennent. La question de la lutte contre les inégalités sociales constitue une préoccupation majeure du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui représentait le chef de l'État à cette rencontre,
a salué le choix de la SECIS de consacrer ses assises à cette question importante. Nul doute qu'au terme de l'atelier d'Abidjan, de nouvelles voies à explorer seront identifiées afin de construire un monde du travail plus juste et plus équitable par l'instrumentation du dialogue social, du dialogue tripartite. La dernière réunion du conseil d'administration, qui s'est tenue en novembre 2023 à Athènes, a accouché d'une déclaration commune sur ces questions d'inégalité sociale dans le monde du travail. Cette rencontre sera donc l'occasion d'évaluer les avancées obtenues et étudier les moyens de lutter efficacement contre ce phénomène. Le ministre Amédée Kouakou, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, était hier mercredi 29 mai sur le chantier des travaux d'aménagement du carrefour Aqaba. Il est revenu sur l'importance de ce chantier dont les travaux sont achevés à 65%. Nadia Edja, Chèque Bleu. Rond-point Aqaba, dans la commune de Port-Bouët. Sur le chantier du pont, ce technicien est en plein surfaçage du béton afin de lui donner une apparence plus uniforme à l'aide de cet équipement appelé hélicoptère. Un peu plus loin, d'autres employés du chantier sont à l'œuvre pour réaliser des travaux d'aménagement de ce carrefour mythique qui voit chaque jour passer la plupart des visiteurs de la Côte d'Ivoire. Afin de s'enquérir de l'état d'avancement de ce chantier, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur le terrain. Aujourd'hui, les travaux sont environ à 62-65% de taux de réalisation. Nous avons donc quelques retards au niveau de bâche bleue là. Donc il y a les pieux des ouvrages qui doivent être faits mais qui ne peuvent pas l'être pour l'instant parce qu'il y a des réseaux qui ont été découverts. Nous repartons très satisfaits, mais nous demandons donc à l'AGEROUTE, à la mission de contrôle, à l'entreprise de tout faire pour tenir ces délais. Parce que ces travaux quand même engendrent beaucoup d'engorgement, beaucoup d'embouteillages et il faut que tout ça les délais soient respectés de sorte que fin novembre, on puisse circuler aisément donc, sur cet ouvrage. Le ministre de tutelle a par ailleurs décliné au cours de cette visite la consistance de l'ouvrage qui va être réalisé. L'ouvrage sur lequel nous sommes actuellement, pour tous ceux qui quittent Abidjan pour aller à Bassam, vont passer donc en haut. Donc il y a 3 voies de chaque côté. Ceux qui vont ont 3 voies pour partir, ceux qui reviennent de Bassam aussi ont 3 voies pour passer au-dessus donc, de ce carrefour. Et il y a aussi, en allant vers l'abattoir, un ouvrage qui est prévu pour le métro. Donc le métro passera en dessous. Financé à un coût d'environ 30 milliards de francs CFA, ce chantier va permettre de désengorger le carrefour Aqaba. Environ 85% de jeunes Ivoiriens travaillent sur ce projet d'infrastructure routière. Les élèves de Côte d'Ivoire se préparent activement pour le baccalauréat 2024 et les méthodes de révision varient selon les préférences et les besoins de chacun. Comment s'organisent-ils pour maximiser leurs chances de réussite? On en parle dans ce reportage de Myriam Touré et Eric Kimo. À quelques semaines des examens du baccalauréat, les élèves mettent tout en œuvre pour optimiser leurs chances de réussite. Certains choisissent de suivre des cours particuliers avec des professeurs, une méthode qui leur permet de combler leurs lacunes dans certaines matières. Les préparatifs, c'est surtout ce qu'on n'a pas bien assimilé en classe. Le professeur prend le temps de bien nous expliquer, de rentrer dans les profondeurs. Souvent quand on étudie en groupe, mes amis et moi, on bavarde un peu trop, on n'est pas concentré, on rit et on perd plus de temps qu'avec le professeur. Pour le moment, ça se passe bien, le professeur nous explique bien, on comprend. On espère que cette année sera une année de gloire pour nous. Les enseignants, eux, sont à la tâche pour accompagner et encourager leurs élèves. Par semaine, on a une discipline par jour. C'est du lundi au vendredi de 8 à 12. Il faut dire que ce n'est pas aussi facile. En terminale, par exemple, les chapitres sont beaucoup. On ne peut pas balayer toutes les leçons. On essaie de faire les sujets type bac pour que les enfants soient un peu pragmatiques. Ils aient une idée de la chose. Donc on leur a donné quelques conseils. Je vois que c'est la même chose. On leur demande un peu plus de sacrifices. Des groupes d'études entre amis, c'est le choix moins coûteux et pas moins efficace dans l'entraide, le partage de connaissances et la motivation mutuelle pour certains candidats. En classe, chacun connaît ses défauts. Donc en fonction de ces défauts, nous sommes choisis. Et nous savons qu'ensemble, nous pouvons réussir à avoir notre examen. C'est pour ça que nous avons décidé de faire ce choix. Qu'ils choisissent des cours particuliers ou les groupes d'études, l'objectif reste le même, réussir le baccalauréat. Les épreuves orales et pratiques se tiendront du mardi 4 au vendredi 14 juin 2024. Les épreuves écrites, elles,
du lundi 17 au samedi 22 juin 2024 et la proclamation des résultats est programmée pour le lundi 8 juillet 2024 à 14 h. Journée scientifique ce jeudi au plateau sur le cancer du foie. Les experts ont planché sur le diagnostic et les traitements des hépatocellulaires. C'était aussi l'occasion de dresser l'état des lieux, les avancées et les défis de cette pathologie. Pierre Dipomélin, Éric Kimou. Le cancer du foie, une pathologie redoutable dont le diagnostic par le passé était synonyme d'un arrêt de mort, connaît quelques avancées, surtout au niveau diagnostic où des innovations ont rendu le dépistage plus simple et plus accessible. Des experts réunis dans le cadre d'une journée scientifique dédiée à ce cancer ont porté leurs travaux sur le traitement hépatocellulaire et les innovations dans la prise en charge. Il y a déjà des avancées diagnostiques avec la radiologie qui permet de poser le diagnostic et de faire le bilan d'extension de ce cancer. Et il y a des innovations thérapeutiques en dehors des aspects curatifs, c'est-à-dire traiter pour guérir. Il y a des traitements dits palliatifs qui permettent de prolonger la survie et d'améliorer le confort. C'est dans ces groupes-là qu'il y a des innovations. Le représentant du ministre de la Santé, lui-même praticien, a indiqué ses attentes. Nous attendons des recommandations à la lumière de la pratique de chacun, puisque la prise en charge du cancer met à contribution le gastro-entérologue pour aider au diagnostic, le radiologue pour aider au diagnostic, le pathologiste pour aider au diagnostic en donnant la carte d'identité précise du type de cancer, le chirurgien pour enlever le cancer, le chimiothérapeute pour apporter les molécules qui doivent circuler dans le sang, aller détruire toutes les cellules cancéreuses qui se promènent, qui sont cachées quelque part. Donc c'est le rapport à eux tous. Selon le représentant du ministre, le nombre de patients porteurs du cancer de foie est croissant du fait de la vulgarisation du dépistage, dont la précocité est vivement conseillée pour une prise en charge rapide. La Fédération ivoirienne de sport pour aveugles et malvoyants a reçu ce mercredi un don en nature d'une valeur de 3 575 000 francs CFA pour le développement du cécifoot, le football pour aveugles. Un don remis à l'occasion de la première journée du championnat ivoirien de cécifoot à l'Institut national pour la promotion des aveugles. Niké Mamoussa, Éric Kimou. Autour d'un ballon sonore et masque visuel sur la tête, ces jeunes jouent au cécifoot, le football pour aveugles et malvoyants. C'est la première journée du championnat national cécifoot. Le cécifoot se joue avec une balle sonore qui comporte des grelots qui émettent des sonores. Les non-voyants s'orientent au bruit de la balle. 4 non-voyants plus un gardien dans le poteau qui est voyant. L'athlète se dirige au son de la balle, mais il faut dire que derrière chaque poteau se trouve des guides, un guide qui tape les différents bords des poteaux pour pouvoir orienter l'athlète et circonscrire le poteau pour permettre aux non-voyants de tirer dans le but. Pour l'occasion, la fédération reçoit un don en nature de 3 575 000 francs de la part de Total Énergie pour l'amélioration des conditions des athlètes. C'est un ouf de soulagement. Nous étions en besoin d'équipement et aujourd'hui Total Énergie vient vraiment nous enlever ces épines des pieds. Parce que ce sont tous nos clubs qui sont dotés d'équipements sportifs et qui pourront leur permettre de mieux pratiquer le cécifoot. Issu de milieux défavorisés pour la plupart, le cécifoot est pour ces jeunes le moyen de vaincre le handicap visuel par le sport. Merci aux donateurs car ils contribuent à l'évolution de notre sport commun qui est le cécifoot, le football, le sport roi du monde. D'après le coach Fayenes, on verra où la lumière va nous envoyer. Tout petit, il y avait mon rêve qui était d'être footballeur. Après 12 ans, je perds la vue. Et tu as tout espoir, c'est-à-dire toute une vie, tout un rêve. Et puis après, on te dit que non, tu peux jouer au foot parce que des miracles ont inventé un sport qui est pour non-voyants. Même si je joue le cécifoot et qu'on ne me paye rien, c'est bon de pouvoir s'épanouir. L'argent, comme on le dit, ne fait pas forcément le bonheur, mais réaliser ses rêves. Vous pouvez imaginer la joie que ça procure à une personne qui réalise ses rêves. Ces équipements, composés de protège-tibia, de masques visuels, de sifflets de cages de but et de ballons, permettra, selon la présidente de la fédération, d'améliorer les conditions des athlètes qui rêvent aussi de remporter des trophées pour le pays.
Le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o, a rétabli le Belge Marc Brice dans ses fonctions de sélectionneur, manager des Lions indomptables du Cameroun. Leur échange tendu avait fait le tour de la toile ces derniers jours. Les deux hommes ont enterré la hache de guerre ce jeudi au siège de la FECAFOOT après une rencontre entre les deux parties. Mardoché Kwasi. Tout est bien qui finit bien. La Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports semblent avoir coupé la poire en deux. L'équipe nationale du Cameroun peut enfin aborder en toute sérénité la préparation de ses deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après l'accrochage spectaculaire entre le sélectionneur Marc Brice et le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o, les deux parties se sont rapprochées ces dernières heures. Sur instruction du président de la République camerounaise Paul Biya, une rencontre a eu lieu au siège de la Fédération camerounaise de football entre le sélectionneur et son président. Au terme de cette rencontre, Marc Brice a été rétabli dans ses fonctions de sélectionneur national des Lions indomptables du Cameroun. Ndongo Mpil Martin, nommé sélectionneur intérimaire mardi dernier, va occuper le poste d'entraîneur adjoint numéro 1. Le reste du staff se présente comme suit. David Pagou, entraîneur adjoint numéro 2, Carlos Kameni, entraîneur des gardiens, Fotso Patrick Médecin, Benoît Angwa, coordonnateur général, assisté de Serge Pansi, coordonnateur adjoint, Nicolas Alnoudji, manager, Thierry Ndo, officier média, et Arnold Debolo, agent de liaison. Tout est bien qui finit bien. La paix des braves scellés, place à présent à la préparation des rencontres contre le Cap-Vert et l'Angola. Et puis ça y est, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, à 20h15, retrouvez Henri Conan-Bédier, portrait d'un dirigeant énigmatique, un documentaire exclusif rempli de témoignages de personnalités qui l'ont côtoyé. Une occasion de redécouvrir le deuxième président de la Côte d'Ivoire. Bonne soirée sur NCI.